Eh bien, bonjour tout le monde et merci d'être à nouveau présent pour ces diaporamas concernant l'optimisation du patrimoine du dirigeant. Aujourd'hui, une petite variante, et c'est pour ça que nous sommes à deux, et je vous présente Géraldine, qui est responsable de la partie protection sociale au niveau du cabinet. Et donc là, le sujet aujourd'hui, un peu technique, certes, c'est les obligations légales en matière et les risques en matière de prévoyance et santé au niveau entreprise. Donc, je vais laisser Géraldine. Alors, je laisse défiler, je dirais, le diapo et notamment, je ne vais pas vous redire encore une fois ce qu'est le conseil en gestion de patrimoine, puisque là, en fait, là, le sujet n'est pas réellement la gestion de patrimoine, mais plutôt les risques liés à ces histoires de prévoyance. Donc, vous pourrez relire, évidemment. Et donc, je laisse Géraldine défiler et vous expliquer toutes les bonnes choses en matière de prévoyance et de santé. Géraldine, à toi. Oui, alors, il me semble… Oh, pardon. Donc, quelles sont les obligations au niveau de la prévoyance? Alors, donc, en prévoyance, il faut savoir, quand on parle de prévoyance, on parle aussi bien de prévoyance pour couvrir des indemnités journalières en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation. Ça peut être également une prévoyance en complémentaire santé. Donc, vous avez des obligations en tant qu'employeur pour vos salariés. Donc, tout d'abord, sur la complémentaire santé, donc on va passer. Donc, depuis janvier 2016, vous avez la loi ANI qui impose à toutes les entreprises de mettre en place une complémentaire santé avec le respect du cahier des charges dans un contrat qui est dit responsable. Donc, le contrat responsable, c'est à la fois l'obligation de prendre en charge certaines prestations, mais également, au contraire, de ne pas en financer d'autres. Comme exemple, pour les médecins qui font des dépassements d'honoraires, ce qu'on appelle les médecins non optames, vous avez par exemple une limitation de remboursement de frais de santé à 200%. Donc, ce contrat responsable a évolué dernièrement depuis le 1er janvier 2020 avec donc le zéro reste à charge qui permet sur certaines garanties une prise en charge à 100%, notamment sur l'optique, tout ce qui est dentaire ou auditif. Donc, l'entreprise doit prendre à sa charge au minimum 50% du prix des cotisations pour le salarié et elle peut fournir également une couverture aux ayants droit, facultatif ou obligatoire. Bien sûr, cette cotisation peut être supérieure hein, si vous souhaitez faire profiter un peu plus à vos salariés, donc elle peut aller jusqu'à 100%. Donc, voilà. Donc, depuis, il y a la loi E20 également. Le salarié peut avoir les mêmes garanties et le même tarif lors de son départ en retraite. Donc, la première année, ce sera sur le même taux de cotisation avec une évolution les 2 années suivantes à hauteur de 50 et de 25% donc de majoration. De plus, il existe aussi la portabilité suite à une rupture de contrat de travail, donc, et sous la condition de bénéficier des allocations ACDI de Pôle emploi, vous pouvez avoir une portabilité, excusez-moi, qui est de la même durée que le contrat de travail. Est-ce que vous avez des questions? Les questions, ça sera après. D'accord, excusez-moi, c'est la première fois, désolée. Donc, vous avez également des obligations en matière de prévoyance. Alors, là, je clique. Okay. Voilà. Donc, encore sur la santé. Excusez-moi, parce que… Ok. Voilà. Alors, donc, toujours sur la santé, avant de passer sur la prévoyance. Donc, quels sont les minimums garantis? Donc, l'intégralité du ticket modérateur. Vous avez donc la sécurité sociale qui va prendre en charge une partie des soins qui sont proposés et le ticket modérateur est le complément de la complémentaire santé pour arriver à un taux de 100%. Il y a également la totalité du forfait journalier hospitalier
les dépenses de frais dentaires et les dépenses de frais d'optique. Donc ça, préciser, si tu me permets, c'est que les 100% sont sur le tarif de Sécu et non pas sur la dépense engagée, puisque des fois, il y a des dépassements d'honoraires. Quand on dit 100%, ce n'est pas 100% de la dépense. Juste petite précision. Voilà, tout à fait. Alors, ensuite, les prévoyances, toujours les obligations. Donc, la prévoyance est obligatoire pour les cadres, facultative pour les non-cadres, sauf pour certaines CCN, par exemple Syntec, restauration, etc. Donc, il est important de consulter sa convention collective pour voir quelles sont les obligations en matière de couverture des salariés. Dans le cadre de l'obligation pour les cadres, vous devez prendre en charge la cotisation qui est minimum de 1,5% du salaire brut de la tranche A, voilà, et dont la moitié est prévue pour l'assurance décès. Il y a également, je vais faire dérouler, donc voilà, la tranche A ou 1, puisqu'elle vient de changer récemment, et au maximum un PASS, qui est le plafond annuel de la sécurité sociale, et dont le montant correspond à 41 136 €. Donc, vous avez également la loi de mensualisation. Donc, c'est pareil, vous avez l'obligation de prendre en charge la rémunération de votre salarié en arrêt de travail. Donc, ça, c'est une obligation pour l'entreprise. Donc, l'assurance ne peut être payée par le salarié. Elle doit être prise entièrement par l'entreprise. Donc, selon les conventions collectives, vous avez des grilles avec l'ancienneté et le montant de la rémunération qui doit être prise en charge. Alors, pourquoi mettre en place ces prévoyances et cette complémentaire santé ? En fait, les contributions patronales donc de ces prévoyances sont exclues de l'assiette des cotisations. Donc, par contre, il faut certaines conditions. Donc, il faut que ces conditions sont liées à l'objet des contributions et des garanties. Il faut que ce soit les garanties donc responsables, aux bénéficiaires des conditions et des garanties, c'est-à-dire que si c'est, il faut que ce soit obligatoire pour le salarié ou ses ayants droit, la nature juridique de l'organisme prestataire, la non-substitution des contributions à d'autres éléments de rémunération, à la procédure utilisée pour la mise en place du régime, au caractère collectif du régime, c'est-à-dire c'est pour l'ensemble des salariés ou une catégorie de salariés. Dans ce cas, les catégories retenues doivent permettre de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Ce sont les catégories objectives, excusez-moi. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un caractère obligatoire. Donc, ce sont les conditions pour bénéficier d'exonération de cotisation. Alors, la particularité de la complémentaire santé, donc, comme on l'a vu, pour bénéficier d'exonérations prévues par la loi, les garanties financées par l'employeur au bénéfice des salariés doivent concerner des prestations complémentaires ou supplémentaires et non pas se substituer au régime de base de la sécurité sociale. Au niveau de l'entreprise, les cotisations de l'employeur au régime de protection sociale complémentaire sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, s'agissant de dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, à la fois, vous avez une exonération de charges et en plus déductible pour l'impôt sur la société. Alors, si vous ne respectez pas ces obligations, quels sont vos risques? Alors, un employeur en santé n'ayant pas proposé de mutuelle obligatoire pourra se voir assigné en justice par ses salariés par l'intermédiaire des prud'hommes. Donc, il y a bien un risque prud'homal. La responsabilité de l'employeur pourra même être engagée en cas d'accident du travail non pris en charge, mais qui aurait dû être remboursé par la mutuelle obligatoire. Donc, vous serez
obligé de payer les dépenses liées aux frais médicaux. Autre risque non négligeable, en cas de contrôle, le défaut de mutuelle obligatoire peut entraîner un redressement URSSAF, surtout si vous avez bénéficié d'exonération. En prévoyance, le fait d'une carence de l'employeur, le salarié ne perçoit pas les prestations auxquelles il aurait pu prétendre en vertu du régime de prévoyance. Le juge peut condamner l'employeur à l'indemniser à hauteur des prestations non perçues. Il en va ainsi si l'employeur a omis de l'affilier au régime conventionnel ou s'il n'a pas déclaré un sinistre dans le délai prescrit. D'ailleurs, je pense que tu as un exemple à donner. Tout à fait, effectivement. Sur ce... Un exemple d'un cadre qui, enfin d'une société du moins, qui avait, alors dont la couverture était acquise, et il y avait, c'était même pas un problème de défaut de couverture, puisque en fait l'entreprise cotisait, mais cotisait moins de 1,50 parce qu'il y avait une réduction, ce qu'on appelait à l'époque les offres créateurs. En tant que créateur d'entreprise, ils avaient une réduction de 50% de la cotisation, et de ce fait-là, ils ne payaient pas 1,50 mais la moitié, 0,75, et comme ils ne respectaient pas l'obligation de 1,50. Malheureusement, il y a eu le décès d'un cadre. La veuve a été bien conseillée par quelqu'un et elle a attaqué l'entreprise qui a dû, en plus, bien que elle ait perçu les indemnités, l'indemnisation par l'assureur, l'entreprise a dû en plus verser 3 années de salaire à la veuve parce qu'elle ne respectait pas ses obligations de cotisation. Donc, effectivement, il faut faire très attention à ce genre de choses. Voilà. Alors, toujours dans les risques en cas de non-respect des obligations. Donc, vous avez un formalisme également à respecter. Donc, ça, c'est important. Donc, il appartient de remettre à ses salariés toutes les notices ou informations, les conditions générales, la grille de garantie, le montant des cotisations, le montant de prise en charge et s'il y a une décision unilatérale adressée par les organismes auxquels l'entreprise a adhéré en ce qui concerne les garanties prévoyance et frais de santé. L'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que son salarié a bien été informé de ses droits liés aux garanties. À défaut, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée et le salarié peut demander une réparation de son préjudice. Donc, également, ça peut être un défaut d'information. Donc, il est important d'avoir la preuve, voir une feuille d'émargement ou envoyer un mail avec accusé de réception. Mais il faut absolument toujours avoir une preuve comme quoi les informations ont bien été communiquées. J'ai également une petite anecdote à ce sujet-là, non pas sur un défaut d'information de mise en place, mais sur un défaut d'information de résiliation. Une entreprise qui avait mis en place un contrat retraite pour ces cadres, et en fait il y avait 2 cadres, le dirigeant et un deuxième cadre. Le contrat a duré pendant pas mal d'années et à un moment donné l'entreprise a eu des difficultés. Le dirigeant a convoqué le cadre en disant écoute, tu sais, là en ce moment ça va mal, bon, on va suspendre les cotisations. Le cadre a dit ok, oui, pas de souci, bon je comprends. Bref, il s'est passé comme ça quelques années. Le cadre est parti en retraite. Il s'est passé quelques années, même une bonne dizaine d'années, à vrai dire. Le contrat a été suspendu complètement. Et une fois parti en retraite, le cadre a demandé les capitaux, la totalité des capitaux, c'est-à-dire y compris donc à l'assureur, et a dit il manque des sous, puisque en fait, pour moi, il y avait encore 10 années de cotisation derrière. L'assureur a dit non, le contrat a été suspendu. Et donc, il a porté en justice en disant moi, je suis désolé, mais j'ai aucun écrit comme quoi le contrat a été suspendu. Et effectivement, il n'y avait pas eu d'écrit, malheureusement. Et donc, l'entreprise a dû payer les 10 années de cotisation, plus les intérêts, bien sûr, évidemment, tant qu'à faire. Donc, comme quoi, faire très attention aux défauts d'information. Alors, dans les différents modes de mise en place de ces prévoyances, donc il y a des régimes peuvent être imposés à l'entreprise par la convention collective, comme on l'a vu tout à l'heure, ou l'accord de branche s'il existe. À défaut, le régime peut être décidé par accord collectif négocié entre l'employeur et les partenaires sociaux.
Et en cas d'échec de négociation ou pour les entreprises de moins de 50 salariés, la mutuelle est mise en place par décision unilatérale de l'employeur, la DUE. Donc, il faut savoir que parfois, selon si on a une convention collective, une DUE peut être également indispensable si, par exemple, le taux de prise en charge par l'entreprise est différent de ce qui est préconisé par la convention collective. Dès qu'il y a un changement par rapport à cette convention, une décision unilatérale est nécessaire. Alors, il existe cependant des cas de dispense. Si un salarié entre dans les catégories que nous allons voir, il peut demander à ne pas être affilié donc à la complémentaire santé. Donc, si dans le cas où il dispose d'une couverture déjà sociale comme la CMU, d'une couverture collective obligatoire, c'est-à-dire que le conjoint a une mutuelle d'entreprise où les ayants droit sont également inscrits, adhèrent avec une obligation de l'entreprise. Donc, si c'est un caractère obligatoire pour l'ayant droit, à ce moment-là, le salarié peut avoir une dispense pour son contrat personnel. S'ils sont en CDD de moins de 3 mois, s'ils sont à temps partiel ou en apprentissage, et d'autres cas de dispense peuvent venir également s'ajouter selon les conventions collectives. Donc, il est également conseillé de regarder sur la convention collective quels sont ces cas de dispense. Donc, le montant des versements est calculé chaque mois en fonction d'un montant de référence pour avoir un versement santé à la place en fait de la mutuelle. L'employeur peut se voir verser donc une somme qui compense en fait le fait de ne pas adhérer à la mutuelle obligatoire. Voilà. Eh bien, voilà. On en a fini. Écoutez, comme d'habitude, voilà, présentation de l'équipe, et donc Géraldine que vous voyez au centre, de l'équipe protection sociale. Et puis, écoutez, nous sommes à votre disposition pour toutes les questions. Donc, je vais peut-être arrêter le diaporama pour voir les questions qui peuvent éventuellement être posées, si j'arrive à trouver le... non, c'est pas là. Alors... Voilà. C'est ici. Oui, bon, alors je vais recouper. Voilà. Voilà, voyez. Je retrouve les éléments de la visio. Donc, écoutez, s'il y a des questions, Géraldine et moi, nous sommes là pour y répondre. N'hésitez pas à vos stylos, comme dirait l'autre. Pas de questions? Écoutez, nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui viennent après, vous avez toujours la possibilité de nous contacter via la boîte mail, bien évidemment. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne après-midi. Non, pas de questions particulières. Voilà, bon, ok. Eh bien, écoutez, avec plaisir, et on vous dit à une prochaine fois. D'ici un mois, on reprend sur un autre sujet. Ce sera le sujet notamment de la transmission d'entreprise. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci bien. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.